Mathieu Palin, nous sommes heureux de vous recevoir à Faites-moi lire pour votre ouvrage Nos pères, nos frères, nos amis, dans la tête des hommes violents. C'est une enquête que vous avez menée à travers notamment des groupes de rencontres imposés, en tout cas plutôt rendus quasiment obligatoires pour des détenus responsables de violences conjugales. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre ouvrage, c'est que ce n'est pas l'ouvrage pesant et lourd d'un spécialiste qui essaierait de vulgariser sa pensée, c'est le travail d'un journaliste qui découvre un sujet qui n'était pas spécialement dans son horizon d'intérêt jusqu'à maintenant et qui vient avec une certaine spontanéité, mais une très grande attention qui lui permet de prendre finalement, de dresser un portrait à la fois léger et grave de cette chose-là. Et donc, je le recommande à tous nos téléspectateurs. L'état des lieux est alarmant, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est entre 200 000 à 1 million d'hommes violents qui battent ou les femmes dans un cadre conjugal ou extra-conjugal? Oui, c'est des chiffres qui sont énormes parce qu'en fait, on voit que les plaintes qui sont reçues par les services, que ce soit ceux de la gendarmerie ou de la police, atteignent à peu près les 200 000 par an. Et on sait que 80% des femmes ne portent pas plainte, Hmm. victimes de violences. Donc, si on multiplie ces chiffres par 4 ou 5, on atteint des chiffres qui sont Astronomique. assez astronomiques, oui, Hmm. voilà, avec des centaines de milliers d'hommes violents. Hmm. Et donc, ça pose la question justement c'est pourquoi j'ai donné ce titre à mon livre, de qui sont ces hommes? Est-ce que ce sont des monstres qui attendent, tapis dans l'ombre, de fondre sur leur prochaine proie? Ou est-ce que ce sont finalement des hommes qui nous ressemblent, Hmm. qui peuvent être nos pères, nos frères, nos amis, des gens avec d'immenses qualités, mais qui peuvent tout aussi être violents? Oui, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il ne faudrait pas penser d'une manière un peu réductionniste l'homme violent dans un cadre conjugal a une définition psychologique, a une enfance avec tel ou tel traumatisme. C'est que finalement, ça traverse toutes les classes sociales, toute la société, que chez certaines personnes, on n'avait rien vu venir et peut-être qu'elles-mêmes n'avaient pas pensé un jour faire ça. D'autres peuvent être des gens quasiment sympathiques, hein. On voit Bien certaines sûr. personnes que vous présentez, franchement, boire un coup avec eux au bar du coin, pourquoi pas, mais qui, dès qu'ils sont dans un cadre familial, sont des volcans. Mais alors, quel est le point commun? Quel est le fil conducteur de tous ces 3%, je crois, 33% d'hommes violents? Bah, il y en a deux, je pense. Des dénominateurs communs, c'est à la fois la possibilité de rencontrer la violence déjà dans sa prime enfance, avec des enfants qui grandissent dans un univers qui est déjà traversé par la violence, avec un père violent, des images qui traumatisent, d'enfants qui se font tabasser parce qu'ils ramènent une mauvaise note à la maison, qui voient leur mère se faire traîner par les cheveux sur le parquet à la maison, et un deuxième niveau d'exposition à la violence, qui est une société patriarcale qui encourage les petits garçons dans des schémas de virilité qui les conduisent à dominer les petites filles. Et ces petites filles, on parle d'enfants qui sont à l'école primaire, ces petites filles, bientôt à l'adolescence, ils vont se mettre en couple avec. Et ces schémas de domination vont se répéter et vont perdurer. Et ces petits garçons qui sont enfermés dans des stéréotypes de virilité qui sont grosso modo un garçon ça doit être fort, un garçon ça doit être musclé, un garçon ça doit pas pleurer. Il faut Euh, savoir se faire respecter. voilà, Mm. ça conduit Mm. ces mêmes petits garçons devenus adolescents ou adultes à utiliser la violence pour asseoir cette domination. Et donc il y a ces deux principaux facteurs qui conduisent des hommes à frapper la femme qu'ils aiment, la mère de leurs enfants. Donc il y a un lien, un versant individuel qui est le versant traumatique, et un versant collectif qui est la version en fait, de créer des stéréotypes dont certaines personnes D'un s'emparent. système. Oui, c'est un système. Alors, précisément, pour voir comment on peut freiner, endiguer cette violence, prenons les deux points. Alors, d'ailleurs, pour commencer par le point de vue individuel, ce que vous dites, c'est que finalement, c'est très difficile d'arriver à une prise de conscience autocritique et que c'est souvent même une sorte d'inversion de la culpabilité Oui. en créant une rationalisation de ce qu'on a fait, en expliquant finalement que la faute incombe toujours à l'autre, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, il y a une onde sociale. Hmm. On n'est pas fier en tant qu'homme d'avoir
frapper la femme qu'on aime, Donc, il faut le la mère de justifier. son enfant. Donc d'abord, on est dans le déni. D'abord, la première réaction, c'est non, je ne l'ai pas fait. Ah oui. Non, c'est une menteuse. Non, la justice, d'ailleurs, est maintenant une justice de femmes, faite pour les femmes. MeToo pèse de tout son poids là-dessus. Et nous, les hommes, sommes les victimes de ce système devenu fou. Et uniquement dans un deuxième temps, il y a une prise de conscience qui peut permettre de dire, en fait, peut-être que c'était moi le problème. Et donc, cette inversion de la culpabilité qui fait que les victimes se sentent coupables de ce qui est arrivé à leur conjoint et les auteurs se sentent victimes de ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire connaître la garde à vue, un jugement, la prison, un suivi par la justice, un lien coupé avec leurs enfants, parfois des amendes aussi à payer, enfin bref, tout ça. L'éloignement aussi, les conduit à s'enfermer dans un statut victimaire qui ne peut pas les aider à prendre conscience qu'en fait, c'est eux le problème. Et c'est sur eux-mêmes qu'ils doivent travailler. Et ceci explique le cycle de la violence conjugale que vous pointez, où il faut vraiment l'accumulation de plusieurs épisodes, aussi bien que pour une personne, la victime prenne conscience et arrive à prendre de la distance avec son bourreau, et pour le bourreau, souvent d'être appréhendé, parce que malheureusement, longtemps, les forces de l'ordre, comme la justice, le laissent un petit peu... Oui. Pendant longtemps, l'État a considéré qu'il n'avait pas à s'occuper de ces affaires-là, que c'était de l'ordre de la famille, du cercle de l'intime. Donc aujourd'hui, il s'en occupe, il n'est jamais trop tard. Et la question, c'est comment faire pour que ces hommes ne récidivent pas. Et donc, il y a une question de la prise en charge qui est compliquée parce que on ne sait pas vraiment comment guérir ces hommes et savoir s'il est possible, peut-être, qu'ils changent. Donc, il y a des pistes, mais ceux que j'ai rencontrés qui, moi, avaient réussi à opérer un changement, avaient bougé un peu sur leur base, étaient des hommes qui étaient capables de se remettre en question et de dire j'ai envie de me mettre en couple, j'ai envie de vivre heureux avec ma femme, j'ai pas envie de recréer du malheur, et donc il faut que je change et que j'identifie la source de ma violence. Et très souvent, ça implique un suivi thérapeutique sur le long terme. Mathieu Palin, votre ouvrage est aussi un constat quand même d'un échec, d'une faillite de la réintégration et de la réparation dans notre société qui ne sait pas du tout comment faire avec ces hommes-là. C'est-à-dire que la violence conjugale est pourtant tellement importante et on n'arrive pas en 2023, depuis le temps, c'est quelque chose finalement sur lequel on a assez peu travaillé. Comment vous l'expliquez ? Encore une fois, il y a quelques décennies seulement, les hommes pouvaient en toute impunité dire qu'ils battaient leur femme pour être sûr qu'elle reste à la maison, pour la discipliner. Il y a des micro-trottoirs qui ont été effectués à l'époque par les journaux télévisés dans les années 70, au moment de l'apparition d'un livre qui s'appelait d'Erin Pizet, qui s'appelait « Crie moins fort, les voisins vont t'entendre ». On interrogeait les hommes au hasard dans la rue, est-ce que vous battez votre femme ? Il y en a plusieurs qui disent oui, bon, 2-3 petites claques de temps en temps. Et il y en a certains qui disent bah oui, moi je la frappe parce que je sais qu'après elle me fait mieux l'amour. Et ça, c'est pas il y a 200 ans, c'est il y a quelques dizaines d'années à peine. Donc on est sur un continuum qui a quand même encouragé les hommes à assumer un rôle de chef de famille qui était quand même lié à la violence. Et qui justifie la violence domestique. Qui justifiait l'utilisation de la violence pour assoir cette autorité sur les membres de la famille, la femme, les enfants. Et on vient de là. Donc on a encore en effet du boulot, mais la norme a bougé. Mathieu Palin, comme votre parole dévoile les coups du sort, nous aimerions vous écouter lire un passage de Dans la tête des hommes violents. Son impulsivité, sa capacité à dégainer vite, Morcine l'attribue aux 4 années de prison qu'il a tirées quand il avait 20 ans. Il en parle comme d'un accident. Défoncé en festival, les transmusicales, à Rennes, il s'est embrouillé avec un mec tout aussi raide et dans la bagarre, le gars a chuté tête la première sur le bitume. Coma. Jugé aux assises pour tentative d'homicide, Morcine ne s'en est jamais tout à fait remis. J'avais 20 ans et 1 semaine. J'étais qu'un gamin. J'avais même pas de barbe. Je me suis retrouvé en prison avec le violeur de Redon, avec les gitans. Et ces gens-là, faut leur montrer qui est le patron. J'ai pas eu le choix. Ça marque beaucoup, ça. C'est resté dans ma peau. L'autre fois, j'ai prêté 50 € à un mec. Il a mis 6 mois pour me les rendre. Il a pris une tarte. Voilà. Parce que je roule pas sur l'or et que le peu que je gagne, je le mets de côté. Je le joue pas au tiercé.
Vous avez peur de péter les plombs à nouveau? Non. Non, non, non. Si je sens que ça monte, je prends la bagnole et je vais faire un tour. L'autre fois, en voiture, il y a un mec qui a insulté ma mère et tout. J'ai continué de rouler. Avant le groupe, peut-être que je me serais arrêté en plein périph', mais maintenant, ça m'intéresse plus. Pareil avec ma femme. Elle s'énerve, je laisse gueuler. Je lui demande justement ce que sa femme pense de tout ça. Elle regrette d'être allée jusqu'à la plainte. Elle pensait pas que ça irait si loin, tout ce cinéma. Parce qu'on lui a un peu forcé la main aussi. Elle m'a raconté. J'ai dit à la policière, je veux juste qu'il recommence pas, faites-lui peur. Et la dame a répondu, déposez plainte, parce qu'il va recommencer. Une fois qu'il aura cette menace sur la tête, il aura une pression. Vous l'avez, cette pression? Bah oui. Un passage éloquent. Mathieu, avant de conclure cet entretien, 2 questions. Quelle évolution depuis la fin du 19e siècle? Parce que votre ouvrage est un constat, un état des lieux, et j'aimerais qu'on le remette un peu en perspective. Est-ce que vous avez, sans parler d'une histoire de la violence conjugale, est-ce que vous avez trouvé une évolution depuis le 19e siècle? Est-ce que quand même la violence conjugale décroît, ou au contraire elle augmente avec la violence du monde moderne? C'est difficile de le savoir, puisque les chiffres ne remontent pas Oui, à aussi cette loin. époque-là. Et quand bien même les chiffres qu'on a aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont pas fidèles à la réalité, puisqu'il y a un nombre assez important de femmes qui ne portent pas plainte. Et donc, il est difficile de savoir. Ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il y a de plus en plus de femmes qui portent plainte, parce qu'elles s'autorisent à le faire, aussi parce que la parole se libère. Donc, on a accès à des chiffres qui sont un petit peu plus précis. Mais la violence au sein du couple, elle est là depuis très très longtemps. Et jusqu'à il y a peu de temps, elle n'était absolument pas questionnée. C'était pas un problème, c'était comme ça. L'homme était le chef de famille. Donc on peut imaginer, sans prendre trop de risques, qu'en effet, il y a 50, 60, 100 ans, les faits étaient gravissimes et pour autant étaient banalisés. Je pense quand même que l'accès grandissant des femmes à l'éducation, où d'ailleurs les jeunes filles sont maintenant majoritaires dans les études supérieures, le fait d'avoir une autonomie financière va contribuer à modifier les choses. Vous ne pensez pas? Je sais pas. Parce que souvent, c'est le fait de ne pas avoir d'argent qui empêche une personne de partir, voir avec ses enfants. Est-ce que le fait d'avoir plus d'autonomie financière est quand même... Mais bien sûr, il faut que les femmes aient accès à une indépendance financière pour pouvoir partir. Mais la question de la violence n'est pas liée à l'argent. Elle est inhérente au noyau du couple hétérosexuel, vous pensez, comme pourrait penser Lorraine Bastide? Disons que le couple est un endroit dangereux. Parce que c'est un endroit dans lequel vous vous comportez avec l'autre comme vous ne vous comporteriez avec personne d'autre. Vous vous autorisez, dans le conflit, à aller bien plus loin qu'avec n'importe quel inconnu dans la rue. Parce que vous connaissez bien l'autre, parce que vous êtes sur le cercle de l'intime, parce que vous êtes à la maison, dans le privé. Et donc, bien sûr, le couple est un endroit dangereux. Et on voit bien que ces questions de violence conjugale touchent toutes les couches de la société, peu importe l'argent que les gens ont sur leur compte en banque. Donc, je ne serais pas aussi catégorique sur le fait que l'accès à l'indépendance financière protège les femmes des violences. Et pour finir, dernière question, mais vous évoquiez le couple, le ménage. Qu'est-ce que cette enquête a eu comme rétro-effet sur vous-même, sur votre vision de votre famille, de vos proches, de votre propre vie de couple? Parce que je sais que vous avez une petite fille qui d'ailleurs vous empêche de bien dormir en ce moment. Quel a été l'effet, le rétro-effet de cette enquête sur vous-même? C'est prendre conscience que ça me concerne et que ça nous concerne tous, quand bien même on ne serait pas visé par une plainte ou accusé de violence. Si on veut que les choses changent, il ne faut pas uniquement les changer à sa petite échelle, c'est-à-dire pas uniquement offrir un cercle familial propice au développement d'un enfant dans un cercle qui propage de l'amour et pas de la violence, mais ça veut aussi dire changer la société, changer l'éducation, ne plus enfermer les petits garçons et les petites filles dans des stéréotypes de genre qui les conduit pour l'un à dominer, pour l'autre à être soumise. Donc ça nous oblige, nous tous,
et moi aussi, quand bien même je ne me sentirais pas immédiatement concerné par le sujet, puisque je n'ai pas à répondre de quoi que ce soit dans la justice. Oui, je crois, Mathieu Palin, comme avec Lorraine Bastide, on peut en conclure que tout ce qui pose problème, c'est quand même cette construction des rapports de domination qui fout nos relations en l'air. Exactement. Mathieu Palin, pardon, merci beaucoup Merci. pour ce bel entretien et je recommande à tous la lecture de votre ouvrage et j'attends avec impatience le suivant. Merci.